Pour son deuxième mandat, Patrice Talon l'a bien dit, le développement, ça y est. Mais à quel prix? Une série de lois polémiques votées dernièrement par les députés de la 8e législature. Nous sommes allés à la rencontre de l'honorable Sedami Fagla Médigan, députée Union progressiste, figure forte de la nouvelle génération d'acteurs politiques au Bénin. Bonjour et bienvenue, merci de nous recevoir chez vous. Merci Madame Rouillot, c'est un bonheur de vous recevoir chez moi. Merci. Alors pour démarrer, nous parlerons de la loi 2021 modifiant et complétant la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle et à la reproduction ou à la loi communément appelée la loi légalisant l'avortement. Déjà, ma première question pour vous, quel est l'intérêt de cette loi pour le Bénin aujourd'hui? Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de son discours après les élections, lorsque la Cour constitutionnelle a publié les résultats, le chef de l'État, qui justement avait fait le choix d'aller aux élections en duo avec une femme, Oui. a dit dans son discours que durant ce mandat, il allait révéler la femme béninoise. Et depuis lors, il n'a pas cessé. D'ailleurs, vous auriez remarqué que déjà lors de la modification apportée à la loi fondamentale en novembre 2019, Oui. nous avons déjà exigé que les tests de loi organisant les élections prennent des mesures en faveur de la femme, favorisent la discrimination positive en faveur de la femme. Et donc, et vous remarquerez que nous avons tous vécu ou entendu le président annoncer le lancement de l'Institut national de la femme, Oui. qui en réalité est on peut dire qu'il y avait déjà un institut de la femme, Oui. mais celui-là, tel qu'il a été présenté, est un outil, un instrument qui sera encore plus dynamique, qui sera à l'action, qui a un rôle à jouer dans l'amélioration des conditions de vie de la femme béninoise. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas remarqué que le président Talon a placé son mandat sous, en tout cas, un certain nombre d'actions qui visent à créer un écosystème favorable à la femme béninoise, un écosystème qui va en réalité nous permettre de répondre davantage à cette affirmation de l'égalité de l'homme et de la femme que nous avions prônée dans notre constitution. Lorsque nous faisons ce débat, nous oublions très vite cela. Nous avons affirmé que la femme et l'homme sont égaux devant la loi dans notre constitution. Donc, Quel est l'intérêt de cette modification? voilà. Oui. Donc cette modification aujourd'hui est là pour prendre en compte des femmes béninoises qui décident d'avoir recours à l'IVG, quand bien même elles sont conscientes que notre société ne tolère pas cela. Quand bien même elles ont leur propre foi, parce que les Béninois appartiennent toujours à une catégorie de pensée, de croyance. Donc, les femmes qui acceptent de transcender l'interdit que cela représente dans notre société et qui vont jusqu'à mettre leur propre vie en danger pour avoir recours à cela. Je voudrais vous rappeler que la loi existait déjà, la loi existe depuis 2003. C'est une loi qui organise la santé sexuelle et la reproduction. Elle ne parle pas que de l'IVG. C'est une loi qui porte un certain nombre d'articles. Les articles parlent de différents sujets liés à la fertilité, liés à la contraception, mais aussi un article particulier qui est l'article 17 qui traite de l'interruption volontaire de grossesse. Qui encadrait? Et qui, jusqu'à nos jours, a déjà légalisé l'avortement, l'IVG, mais en disant que l'IVG ne pouvait se pratiquer que lorsque la grossesse était issue d'un viol, ou lorsqu'elle était issue d'une relation incestueuse, ou lorsque la naissance pourrait mettre la vie de la femme qui porte la grossesse en danger, ou pour finir si le fœtus a un handicap, porte un handicap. Et justement, tel qu'elle était, est-ce que il n'aurait pas mieux fallu la laisser en l'état? Quelle était la nécessité pour vous d'élargir les conditions? Alors,
force est de faire le constat que la plupart des femmes qui se retrouvent dans ces conditions, parmi le nombre de femmes qui vont chercher à stopper une grossesse est minime. En réalité, la plupart des grossesses des femmes qui vont vers une IVG sont des femmes qui ont une relation sexuelle et qui ne devaient pas déboucher sur cela, ou qui sont surprises même dans leur foyer, ou des jeunes filles qui sont surprises alors que ce n'est pas encore le moment et qui se retrouvent dans ces situations-là. Ça n'a jamais tué quelqu'un de faire un enfant avant le moment. Mais vous savez, c'est un choix personnel. Ça engage, faire un enfant, ça engage toute une vie. Et il y a des personnes qui estiment qu'elles ne sont pas prêtes à y aller tout de suite ou à y aller encore, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup de femmes dans leur ménage décident d'y aller également parce que c'est une grossesse de trop. Et vous savez, le danger que nous voulons éviter en faisant cela, c'est à partir du moment où c'est interdit de le faire lorsque c'est parce que c'est une grossesse non désirée, ce qui représente la majorité des femmes qui vont avoir recours à l'IVG. Malheureusement, étant donné que c'est interdit de le faire dans nos centres de santé publique, de le faire légalement, elles sont souvent obligées d'aller le faire avec des charlatans ou dans des cabinets qui n'ont pas les conditions sanitaires nécessaires ou avec des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires, ou même parfois d'ingérer des décoctions, des choses ultra dangereuses pour elles-mêmes, pour leur vie, au risque de se mettre en danger. Pourquoi le législateur? Je n'ai pas fini. Allez-y. Et les centres de santé publique sont ceux-là qui récupèrent après les cas graves, c'est-à-dire que lorsque le ministre de la Santé, qui est un gynécologue, la ministre des Affaires sociales, qui est une gynécologue, vous expose ce qu'ils récupèrent dans nos centres de santé, vous allez en pleurer. Parce que lorsque ça se passe mal, ce qui est le 90% des cas, puisque c'est pratiqué dans les conditions qu'il ne faut pas, eh bien, où ça déclenche une hémorragie, où les intestins de la fille sont dehors, où il y a des perforations de l'utérus. Et notre système a décompté environ 200 femmes qui meurent chaque année du fait d'avoir eu recours à une IVG clandestine. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre société, c'est quelque chose qui se cache. Si le système peut en dénombrer 200, on peut se dire sans être gêné qu'en réalité, 2 fois plus, 3 fois plus de femmes meurent de cela. Et à côté de ça, lorsque votre utérus est perforé, les conséquences souvent, c'est que soit on est obligé de vous enlever l'utérus, soit cet utérus n'est plus viable pour porter une grossesse. Ou cela génère une infertilité parce qu'il y a eu des infections, les trompes ont été infectées et donc ça génère une infertilité qui dérange ensuite la femme dans sa vie conjugale. Donc, oui, c'est pour sauver ces femmes-là, c'est pour leur permettre d'avoir un accès à un acte qui est connu comme étant un acte de santé, un acte médical classique. Quelle est la garantie pour vous aujourd'hui de penser que cette loi donnant libre accès à l'interruption volontaire des grossesses réglera le problème de la clandestinité de l'avortement? On a quelle garantie? On n'a aucune garantie. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une société très pudique aussi. Alors, effectivement, il y a la pudeur. Nous sommes dans une société très pudique. Nous avons une société qui a ses contradictions, comme toutes les sociétés d'ailleurs. Vous savez, l'IVG dans aucune société n'est quelque chose d'assumé. Même dans les sociétés occidentales les plus développées, l'interruption volontaire de grossesse n'est assumée par personne. Mais l'État a le devoir de dire, ok, dans la Constitution, il est écrit, les constituants ont dit que l'État a le devoir absolu de donner un libre accès à la santé à toutes les filles et à tous les fils de la nation. À partir de ce moment, c'est un acte médicalisé qui pousse les personnes qui décident d'y avoir recours à aller dans des situations, à se mettre dans des situations mettant leur propre vie en danger, c'est ouvert. À partir de ce moment, libre à chacun d'aller jusqu'au bout, de prendre ses responsabilités. Si j'ai envie d'y aller, mais que j'ai pas envie que ça me pose de problème après, que je sais que c'est autorisé, je vais dans un centre de santé classique ou conventionné. Vous savez, le personnel médical a le devoir de garder le secret.
Oui ou non? Oui. Même si vous y allez pour un mal qui peut être gênant pour vous, le personnel médical ne peut pas divulguer ce mal-là, ne peut pas parler de ça. Donc il y a quand même le secret du corps médical, le secret lié au métier qui garantit aux gens qui y vont, aux femmes qui iront, l'anonymat. Donc, ce n'est pas, si c'est une question, en réalité, ce qu'on cherche en allant le faire de façon clandestine également, c'est l'anonymat. C'est vrai, c'est interdit, mais également, il y a un certain anonymat. Mais l'anonymat, si ça vous met en danger, si ça vous donne une chance sur deux de mourir, si ça vous ouvre les portes de la mort, je suis désolée, si vous pouvez obtenir cet anonymat dans un centre de santé classique, conventionné, où les compétences sont requises sont là, il vaudrait mieux y aller. Au lendemain du vote de cette loi, on a une société quand même très ahurie par ce babou-là, des députés de la 8e législature. Et ma question pour vous, c'est, lorsqu'on se penche sur les points encadrant aujourd'hui le libre accès à l'IVG, on parle de détresse matérielle, on parle de détresse éducationnelle, on parle de détresse morale. Est-ce que, et on voit bien que à aucun moment le législateur n'a fixé ce que pourrait être le baromètre, jusqu'à quel niveau on peut dire à quelqu'un qui vient avorter pour détresse matérielle, non mais là tu exagères. Alors, il n'y a pas de baromètre. Vous n'avez pas tort, Madame Honyo, il n'y a pas de baromètre. Chacun, en son fort intérieur, sait ce qui le met en danger ou pas. Ce qui me met en danger peut ne pas être ce qui vous met, vous, en tant qu'individu, en danger. Vous reconnaissez cela? Et nous n'avons pas les mêmes problèmes, nous n'avons pas les mêmes priorités. Toutefois, lorsque vous allez demander à avoir accès à une IVG, le personnel qui est là a le devoir de vous donner des conseils, de vous dire il ne faut pas y aller, de vous dire, de vous aider à prendre la décision inverse. Mais personne ne peut évaluer à votre place, à la place d'un individu, ce qui cause une détresse pour lui ou pas. On n'a pas ces moyens-là. Si vous venez me voir, me dire telle chose qui me paraît, moi, banale à mes yeux, représente pour vous une question de vie ou de mort, qui suis-je pour vous dire? Même si je vous apporte des conseils, je vous dis non, ce n'est pas le cas. Si après mes conseils, une fois que vous retournez chez vous, vous dites non, cela ne me suffit pas, elle ne me comprend pas, ça représente toujours une question de vie ou de mort pour moi, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Vous savez, qu'on le veuille ou non, dans toutes les sociétés, même dans les sociétés où il n'y a pas de question de détresse matérielle, les femmes ont recours à l'IVG. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Même dans les pays où, à partir du moment où votre grossesse est confirmée, dès les premiers mois, vous êtes prise en charge par le système jusqu'à l'accouchement. Et des mois après l'accouchement, même dans ces pays, le recours à l'IVG existe. De quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire que la détresse matérielle, c'est qu'on appelle son évaluation personnelle en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et le rôle de l'État, ce n'est pas cela. Le rôle de l'État, c'est ok, on a essayé de vous expliquer. Vous savez que ce n'est pas une bonne chose. La société ne le tolère pas. Est-ce que vous ne pouvez pas faire marche arrière? Vous dites non, je vais le faire. Et si l'État ne vous donne pas la possibilité de le faire, vous allez vous mettre en danger pour le faire. Est-ce que le rôle de l'État, c'est de continuer à fermer les yeux? Vous savez, lorsque le ministre de la Santé me présentait l'exposé des motifs qui ont amené le gouvernement à demander cette modification, il nous a donné une allégorie. Il a dit, écoutez, imaginez un seul instant qu'on vous dise que chaque année, un Boeing crash chez nous, emportant 200 Béninois chaque année. Est-ce que ça ne nous sensibiliserait pas? Est-ce que ça ne ferait pas mouvoir quelque chose en nous? Est-ce que si on avait une seule chance de pouvoir éviter cela, on ne la saisirait pas? C'est de ça qu'il s'agit. L'État est obligé de saisir cette chance-là qu'il a, de pouvoir sauver quelques vies.
L'État est obligé de pouvoir sauver quelques vies. Vous êtes représentant du peuple. Et ce peuple-là, dans sa majorité, est aujourd'hui ahuri qu'on vote cette loi parce que ça ne répond pas culturellement aux valeurs qu'elle a. Fondamentalement, honorable Sedami, est-ce que il faut voter des lois, c'est peut-être une question stupide, mais est-ce qu'il faut voter des lois au mépris des valeurs de son peuple? Absolument pas. Okay. Vous savez, on ne vote pas des lois au mépris des valeurs de son peuple. Personne ne fait ça. On vote des lois pour protéger les peuples. Vous savez, à un moment, le législateur est obligé de prendre de la distance par rapport même à nos valeurs et de décider. Lorsque les débats ont été très houleux à l'Assemblée nationale, il y avait une moitié contre et une moitié pour. Et lorsqu'on s'est retiré, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Parmi les députés, vous avez des imams, vous avez des pasteurs de différentes confessions religieuses, des christianistes célestes, des protestants, des catholiques, des chrétiens, des pasteurs, des musulmans, fervents. Et pendant la plénière, chacun défendait sa position. Mais lorsqu'on se retire et qu'on relit la Constitution, d'abord qu'on prend conscience que l'article 80 de la Constitution dit que tout député, les députés représentent la nation tout entière, que tout mandat impératif est nul, là d'abord vous enlevez l'habit de votre foi personnelle. Parce que lorsque vous êtes à l'hémicycle, vous ne l'êtes pas parce que vous êtes imam, vous ne l'êtes pas pour ne représenter que des musulmans. Lorsque vous êtes pasteur, vous ne l'êtes pas pour représenter seulement les personnes ayant les mêmes convictions religieuses que vous. Vous y allez pour représenter tous les Béninois, y compris ceux qui désobéissent à nos us et coutumes. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous vous dites, mais ensuite, l'État est laïque. Cette même constitution dit qu'il faut séparer la religion des décisions de l'État. Et cette même constitution dit que tout le monde est égal, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les Béninois ont le droit d'être protégés, y compris ceux qui désobéissent. À partir du moment où nous avons des filles, des femmes qui décident, qui sont prêtes à aller mettre leur vie en danger parce qu'on ne leur donne pas accès à un acte médical, le gouvernement, l'État ne pouvait pas continuer à fermer les yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une dépravation. Ce n'est pas dire qu'il faut qu'il y ait plus d'avortements. Pas du tout. C'est juste dire à cette portion de femmes qui sont prêtes à tout pour ne pas garder une grossesse, en dépit du poids sociétal que représente l'IVG dans notre conscience collective. Pour ces femmes-là, il faut faire quelque chose. En ce sens aussi, j'aimerais dire, est-ce que ce n'est pas la minorité? Pourquoi voter une loi pour une minorité? Mais vous savez, on ne vote pas une loi pour une minorité. Donc vous estimez que dans notre société, comment on appelle, parce qu'une femme décide de ne pas garder une grossesse parce qu'elle représente une minorité, elle n'a pas le droit d'être protégée. Je vais vous dire quelque chose, Madame Mouyo. Oui, vous savez, l'IVG est un acte chirurgical classique. C'est un acte médical classique. Et la Constitution dit que l'État doit donner l'accès égal à la santé à tous. Alors si vous interdisez, après avoir affirmé ça en tant que constituant, lorsque ce gouvernement vient vous voir et vous dit c'est un acte médical reconnu par l'OMS, avec des procédés connus, classés, recommandés, dans des conditions qui doivent se pratiquer dans des conditions recommandées. Et cet État vient vous voir, vous dit, bon, je veux donner accès à toutes les femmes à cet acte médical. Est-ce que vous pouvez dire non lorsque vous avez écrit ça? Lorsque vous avez obligé cet État-là, à travers votre constitution, à sauver toutes les vies humaines. Mais il y a plusieurs gens, honorable Sedami. Lorsque l'État veut garantir le droit à l'accès à la santé pour tous, aujourd'hui, il y a des communes qui n'ont pas des hôpitaux, il y a des arrondissements qui n'ont pas des... Pourquoi on ne commence pas par là? Et pourquoi il est tellement plus urgent pour vous de légaliser l'avortement? On
veut bien vous comprendre, mais on ne l'accepte pas. Madame Bouillon, Oui, allez-y. vous savez, il y a tout un programme, il ne faut pas tout mélanger. Ok. Il y a tout un programme pour améliorer l'accès à la santé au Bénin. On est d'accord. Oui. Le ministère de la Santé, le gouvernement sont en train de déployer tout un programme d'action. Il y a même, à partir de 2021, l'État nous a fait voter une loi qui va être effective à partir de janvier 2021, qui va permettre à tous les individus vivant sur notre territoire, béninois comme non béninois, résidant sur notre territoire, à bénéficier d'une assurance maladie. L'assurance maladie, c'est pourquoi? C'est pour avoir accès à la santé, c'est pour un accès équitable à la santé pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Et on connaît les projets, on ne va pas revenir là-dessus. Le gouvernement parle assez des projets de construction d'hôpitaux, de maillage en tout cas de notre pays en termes de système sanitaire. On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet ici. Oui. Et dans notre pays, les priorités sont partout. Il n'y a pas un seul domaine où nous sommes en urgence, où nous n'avons pas de priorité. Toutefois, non, je n'ai pas fini. Oui, toutefois, vous oubliez que ceci est dans un écosystème. Cette loi, il n'y a pas eu que ça, il y a eu 3 lois en même temps qui en réalité favorisent, qui sont en train de créer un écosystème. Il ne faut pas sortir cette loi de son contexte. Il faut se rendre compte qu'elle va dans un ensemble. Elle est dans un ensemble. Elle est dans un ensemble. Il y a l'Institut national de la femme. Il y a le fait que, bien avant, il y a le fait que nous avons demandé que dès maintenant, notre État, notre gouvernement, les personnes qui votent des lois fassent de la discrimination positive en faveur des femmes. C'est ce que nous affirmons depuis novembre 2019 maintenant. C'est ce que le gouvernement Talon nous amène à faire. Est-ce que notre devoir à nous, c'est de ne pas accompagner ou d'accompagner? Est-ce qu'une femme béninoise est moins sacrée que l'autre? Est-ce que parce que votre consoeur, parce que votre sœur aura décidé d'avoir recours à l'IVG, elle sera moins votre sœur, Madame Mouillon? Et vous savez, il faut arrêter cette hypocrisie. Parce que dans notre société, nous connaissons tous des personnes qui ont recours à l'IVG. Nous avons des sœurs, des tantes, des cousines, des amis. En fait, c'est un secret de polichinelle. Nous avons des femmes mariées, il y a des religieuses. Et lorsqu'une femme décide d'aller à l'IVG, dans 95% des cas, c'est qu'il y a un homme derrière qui lui dit « je ne veux pas de cette grossesse ». C'est qu'il y a un homme derrière qui lui dit « si tu gardes, tu ne me verras pas ». C'est qu'il y a un homme derrière qui lui dit « va enlever ça » de façon explicite. Excusez-moi. Pourquoi? Vous savez, la femme est victime de sa biologie. Oui. La femme est victime de sa biologie. Mais l'homme ne l'est pas. Mais pourquoi le renfort justement de la loi n'a pas consisté à éduquer, mais sinon à aider la femme à avoir une meilleure maîtrise de sa biologie Mais vous savez, il y a tellement de... Le gouvernement s'acharne à élargir l'accès aux contraceptions, à l'éducation sexuelle. La ministre des Affaires sociales, justement, lui a posé la question. Et elle a dit qu'elle passe d'école en école pour sensibiliser. Mais que lorsque on prend les boîtes, ils ont des boîtes à questions dans lesquelles les jeunes filles peuvent mettre leurs préoccupations, que force est de constater que ça ne suffit pas. Pour que les jeunes aient davantage recours aux préservatifs, à tout ce qu'il faut, qu'il y ait de plus en plus d'éducation sexuelle qui se fait. Mais que malheureusement, les choses vont plus vite que nous. Et moi, j'aime bien dire, je voudrais qu'on s'avoue, qu'on se pose tous un moment et qu'on avoue que la société a échoué à éduquer. Que malgré nos dogmes religieux pléthoriques, il y a des personnes qui, malgré leur foi, ne comprennent pas qu'il faut rester abstinent jusqu'au premier mariage, ne veulent pas l'accepter. Malgré toutes les prescriptions de la société, il y a encore des hommes qui ne veulent pas, qui interdisent aux femmes, qui disent aux femmes qu'ils ne veulent pas utiliser de préservatifs. Il y a des couples où la femme ne peut pas avoir recours aux moyens de contraception parce que l'homme, le mari, refuse, alors qu'elle a déjà 3, 4, 5 grossesses difficiles. Donc, devant tout ça, à partir du moment où il y a un résidu, même si c'est la minorité, qui a encore ce phénomène, à partir du moment où on n'a pas pu l'éradiquer,
Est-ce qu'il faut jeter ces personnes-là? Est-ce que nous devons les condamner? Est-ce que nous devons les jeter? Est-ce qu'il faut moins les protéger? Est-ce qu'il faut qu'on arrête de les protéger pour ça? Est-ce que, Madame Rounia, je vais vous poser une question. Est-ce que si on vous dit que votre voisine veut se suicider parce qu'elle ne se sent pas bien, parce qu'elle déprime, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais elle n'a pas une situation matérielle si compliquée que cela. À ce que moi je vois, à ce que moi je perçois. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre réflexe? Vous allez d'abord aller la voir, vous allez rester dans votre coin et vous dire non, je ne vais pas aller la secourir. Vous allez aller vers elle. Vous allez l'aider à ne pas faire ça. Mais si malgré ça, elle dit qu'elle va le faire, est-ce que si vous avez un dernier acte, un dernier recours, une dernière solution pour l'empêcher de le faire, vous n'allez pas le faire? Bien sûr. C'est de cela qu'il s'agit. Nous condamnons là. Mais notre condamnation, c'est quoi? C'est ok, laissez ces femmes-là continuer à aller au suicide parce que nous n'adhérons pas à l'IVG. L'État ne peut pas assumer ça. Un État qui prône l'égalité, un État qui dit... Alors, honorable Sedami, l'autre reproche qui est fait à la 8e législature aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. On était là quand on a vu la communication du président de l'Assemblée nationale qui a donné l'alerte. Du coup, on se demande, est-ce que déjà, vous n'étiez pas conscient de ce que le peuple béninois n'allait pas accepter? Est-ce que ce n'était pas sournois de votre part d'avoir procédé de cette manière-là? Alors, Madame Mouillot, Oui. vous savez, c'est méconnaître les processus de l'Assemblée nationale. Expliquez-nous alors. D'abord, la Oui. première chose, c'est qu'il y a deux manières de faire des lois. Ok. Il y a deux personnes qui peuvent faire des lois, deux catégories de personnes. Il y a le président de la République qui propose, qui fait des projets de loi, qui dit je veux une loi pour réguler tel secteur, d'accord, ou tel domaine, et ça s'appelle des projets de loi. Il y a également les députés qui peuvent dire nous voulons des lois ou une loi ou telle loi pour réglementer tel secteur. Ça s'appelle une proposition. En l'occurrence, là, c'est un projet de loi. C'est le gouvernement béninois qui a saisi l'Assemblée nationale sur un certain nombre de tests. Vous savez, c'était une section extraordinaire. Si vous connaissez nos tests, vous allez savoir que les sessions extraordinaires sont demandées par le gouvernement en général. Sont demandées par le gouvernement. Et lorsque c'est demandé, une session extraordinaire ne peut durer que 2 semaines sur un programme bien précis et qu'on le veuille ou non, le programme doit tenir dans les 2 semaines. Il y a une question de processus. Et c'est vrai que qu'on appelle l'opinion publique méconnaît la manière dont les choses, la réglementation, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une fois que le gouvernement, on ouvre la session, qui ne peut durer que 2 semaines, que 15 jours, une fois qu'on ouvre la session et que le président donne les textes de loi qui sont là, nous découvrons tous les textes de loi qui arrivent. Et le président adresse les textes de loi dans les commissions qui sont concernées, n'est-ce pas? Les commissions organisent leurs travaux en même temps pour rester dans les délais constitutionnels et déposent leur rapport 48 heures avant que les textes ne passent à l'étude. Donc, lorsque c'est en session extraordinaire, les choses vont au rythme du peu de temps qu'on a. Toutefois, le gouvernement, le ministre de la Santé nous a assuré qu'un certain nombre de médiations ont été menées sur le sujet avec les différentes confessions religieuses qu'on a, les musulmans, les imams, les prêtres, etc. Qu'un certain nombre d'acteurs, d'ONG ont été déjà invités dans le débat. Et il ne faut pas oublier que nous avons des ONG, l'association des gynécologues du Bénin, la BPF, un certain nombre qui demandent ça depuis des années. Vous savez, Oui. il est facile de juger. Mais ceux qui récupèrent en réalité, c'est les gynécologues. Lorsqu'un gynécologue vous dit qu'il est fatigué d'être réveillé à 2 heures du matin pour arriver à l'hôpital, pour voir une fille qui a été déposée dans un taxi, mais le taxi a fui, et que cette fille a un paille autour de son âme, mais un paille ensanglanté, et que lorsque vous enlevez le paille, vous voyez ses intestins dehors.
parce que quelqu'un a enfoncé quelque chose dedans. Et en retirant la chose, tout est sorti avec les intestins. Lorsque ils vous disent qu'ils sont fatigués, qu'on leur apporte des filles, des jeunes femmes de 21 ans, 22 ans, 23 ans, avec le ventre totalement infecté, avec une odeur tellement forte que l'odeur de la mort, vous ne pouvez même pas rentrer dans la salle dans laquelle on les a mises et tout. Et que vous rentrez dans la salle, l'odeur de putréfaction est là, qu'on ne peut plus rien faire pour celle-là parce que l'état d'infection est avancé. Tout le système, tout l'utérus, tout ce qui est à l'intérieur est infecté parce que l'IVG a été mal fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez insensible à ça. C'est eux qui réclament ça. Parce qu'au bout de la chaîne, c'est eux qui récupèrent. Ce n'est ni les religieux, ce n'est ni notre opinion, ni notre foi qui récupère nos sœurs qui vont à ces extrémités-là. Pour clore le débat sur la loi, sur cette loi-là, il y a dans l'opinion plusieurs avis, d'aucuns qui déjà à suffisance accusent les députés de voter nuitamment les lois, surtout les lois qui vont faire polémique, de ne faire que la volonté du chef du gouvernement. Il y a d'autres qui aussi, par le truchement du vote de cette loi, disent que cette loi pour favoriser du tourisme sexuel, et d'autres qui disent que vous n'avez pas eu le choix parce que les partenaires techniques et financiers l'ont imposé au Bénin. Que dites-vous? Pas du tout. À tout cela. Vous savez, oui. Nous, les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas en contact avec les partenaires techniques et financiers. Mais les députés de la 8e législature pourraient répondre au doigt et à l'œil au gouvernement. Absolument pas. Vous savez, ce qui me fait mal, oui. C'est que nous avons une radio hémicycle qui fonctionne très bien. Où qu'on soit dans ce monde, il suffit de taper radio hémicycle au 103.5 ou télécharger l'application pour écouter les débats en temps et en heure. Il aurait fallu suivre les débats autour de ces lois. Oui. Mais encore une fois, vous savez, nous sommes dans des groupes parlementaires aujourd'hui, dans des groupes forts, des partis forts, qui ont une certaine organisation. Lorsqu'on a fini de débattre, d'émettre nos opinions, parce que vous savez, en réalité, lorsqu'on est en plénière, nos opinions parfois reflètent notre foi, nos convictions en tant qu'individu. Oui. Mais lorsqu'on finit ça et qu'on se retrouve, ensuite on porte le vêtement de député. Lorsqu'on porte ce vêtement-là, on est obligé d'enlever le vêtement de « je suis ci, je pense à ci, je crois à ci, mes convictions sont ci ». On est obligé de représenter tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, y compris ceux qui sont prêts à aller en enfer, y compris les pécheresses. On est obligé, les pécheurs, nous sommes obligés de les représenter. Et à partir du moment où on relit nos textes, ça nous aide à faire la part des choses. Et qu'on revoit les motifs qui ont poussé le gouvernement à demander qu'on lui accorde cette modification-là. On est obligé, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. On est des êtres humains. Et je suis persuadée que si tous les Béninois avaient suivi les réquisitions des différents ministres, des différentes associations, l'opinion publique serait différente. Effectivement, nous avons des us, nous avons des coutumes qui doivent nous guider au quotidien. Nous avons des valeurs. Et personne n'accepte l'IVG dans notre société. Nous ne voulons même pas qu'il y ait une adhésion à ça. Nous prions pour que ce phénomène recule, régresse en cela. Mais dans aucun pays au monde, même les pays les plus riches, ne sont arrivés à zéro taux de recours à l'IVG. Aucun pays au monde, encore moins le nôtre, avec les difficultés que nous connaissons. Le rôle de l'État n'est pas de juger quelqu'un par rapport à ses valeurs, à ses convictions. Quelles que soient tes valeurs, quelle que soit ta conviction, l'État béninois est obligé de protéger tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Honorable Sedami Médégan Fagla, des modifications ont également été apportées au Code des personnes et de la famille. Quel était pour le Bénin et pour la société béninoise l'intérêt de ces modifications?
Alors, encore une fois, je reviens sur l'écosystème que le gouvernement est en train de créer. Vous savez, il faut lire les actions du président Talon dans son ensemble. Je ne suis pas du gouvernement, je n'ai pas à parler de l'ensemble des actions du gouvernement Talon, mais je ne suis pas de l'exécutif. Mais il faut lire les choses dans leur ensemble en réalité. Et je l'ai dit à l'entame de notre interview, Madame Mounio, que le président Talon a placé son mandat sur comment on appelle, son aptitude à pousser notre société vers une société plus égalitaire, à une meilleure prise en compte des difficultés que la femme peut en tout cas des femmes béninoises. Il y a un certain nombre d'actions ont déjà été posées. Et à partir de ce moment, ceci vient juste compléter. Ça complète l'arsenal. Ce que la loi dit, ce n'est rien de difficile. La loi conserve le rôle du père dans la famille. Mais la loi dit juste, imaginez que vous vous retrouvez dans une famille moderne, parce que les temps changent. Il y a des mutations dans notre société. On veut bien nos us, nos coutumes. Dès qu'on les touche, on s'accroche à ça. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des choses qui changent déjà. Nos parents n'avaient pas accès au sexe comme avant le mariage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des familles se sont constituées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales. Il y a de plus en plus de mutations, même de flexibilité dans les couples. La position de la femme est en train de changer lentement mais sûrement, génération après génération dans la famille. Le mari aujourd'hui, le mari de demain, le mari d'après-demain n'aura plus les mêmes attentes de sa femme que le mari d'hier, d'avant-hier. Donc il y a des mutations qu'on ne voit pas. Et ce que cette loi dit, qui choque énormément l'opinion, c'est ceci, que lorsque le couple décide lorsque le couple a un enfant, ils ont le choix. Ils viennent dire tous les deux, le nom de l'enfant c'est le nom que le porte le père, c'est le nom de l'enfant c'est le nom de son père. Fin du débat, il n'y a pas de problème. Ils peuvent également venir dire, nous avons nos raisons pour que nos enfants là, ils portent le nom de leur père. Il y a un certain nombre de raisons qui peuvent justifier cela. Ce n'est pas à moi de les défendre, mais il y a des raisons. Ils peuvent dire ça. S'ils le disent, c'est bon pour eux. Ou ils disent non, on veut qu'ils viennent vous voir. Ils viennent voir l'officier qui établit l'acte de naissance, qui dit ok, non, nous, notre couple, souhaite aujourd'hui que nos enfants portent nos deux noms. Et ils disent on veut que ce soit dans ce sens-là, dans cet ordre-là. C'est eux qui choisissent. Ce que la loi dit, la seule chose que la loi dit, c'est si vous n'êtes pas d'accord, sur le sens, ou si la femme dit, malgré que la femme dit, je veux quand même le maintenir pour des raisons telles, on va mettre vos deux noms, mais le nom du mari viendra en premier. C'est le seul cas, la seule condition dans laquelle l'État intervient. Donc finalement, c'est juste au nom des mutations que vous avez apporté cette modification, c'est ça? Absolument pas. C'est surtout parce que nous prenons une société égalitaire. Parce qu'on ne peut pas affirmer de façon aussi forte que l'homme et la femme sont égaux devant la loi et ne pas, dans une certaine mesure, poser les conditions. Voilà, assouplir les lois qui ne reflètent pas cette égalité-là. Le gouvernement est dans un processus qui vise à améliorer cette égalité-là en réalité. C'est un exercice très très difficile dans une société comme la nôtre. Mais il n'y a pas de... le gouvernement on dit s'ils sont d'accord. Bon, s'ils sont d'accord, quel est le problème? Lorsque je suis d'accord avec mon mari, avec mon partenaire, de donner le nom de mon partenaire en premier et mon nom de famille aussi en second à notre progéniture, finalement on va où avec la possibilité de patronyme très long? Absolument, on ne va nulle part. Qu'est-ce que le législateur a prévu? Le législateur a prévu que lorsque vous avez plusieurs patronymes, vous pouvez choisir un seul. Il faut en choisir un, celui à transmettre à l'enfant. C'est-à-dire que moi je m'appelle Mélégan Fagla. Si je veux transmettre mon nom, je dis je veux transmettre le Mélégan, je veux transmettre le Fagla.
Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Et donc, si on est tous les deux, si moi et mon conjoint, nous avons 2 noms, nous allons choisir lequel nous allons transmettre à notre lignée, à nos enfants. Alors, honorable, le délai de viduité, ça a été carrément supprimé après les modifications apportées. Ça gêne parce qu'on est dans, encore une fois, vous n'êtes pas d'accord, mais on est dans une société où on a une certaine pudeur, où on veut quand même prendre le temps de faire certaines choses. On veut quand même prendre le temps de passer à autre chose. Pourquoi aujourd'hui mettre en avant cette précipitation où vous donnez la possibilité à la femme, à la jeune, à la veuve et tout, ou à la divorcée, de se remettre en même temps en couple, sans aucun... Madame Bouillon, Oui. Je suis d'accord avec vous. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec vous que nous sommes dans une société pudique. Moi-même, je suis pudique, extrêmement pudique. Okay. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez, c'est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire que ça bouscule nos croyances, ça bouscule nos habitudes. Fort, oui. En fait, c'est surtout parce que ça nous bouscule. Mais nos enfants, ils seront plus à l'aise que nous avec ces lois-là, parce que ce sera déjà leur réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Nous-mêmes, notre génération adopte des comportements qui bousculent nos parents, qui les laissent perplexes. Vous en conviendrez avec moi, Madame Bouillon. Donc, nous avons tous une certaine pudeur. Et je vais, au risque de me répéter, c'est toujours qu'on appelle le souci d'égalité prôné dans cette constitution. C'est toujours la volonté du gouvernement et du législateur que nous sommes de contribuer à cette société égalitaire le maximum que possible, le mieux que possible, puisque les hommes peuvent se marier, un homme qui est veuf peut se marier le lendemain. Un homme qui est divorcé peut se marier, peut sortir du tribunal et aller se marier la seconde après. Et on parle de société égalitaire. On dit l'homme et la femme sont égaux devant la loi. La seule chose qui peut les retenir ensemble, c'est bel et bien le fait qu'il y ait une grossesse, oui ou non? Mais l'État dit qu'il faut que la femme apporte la preuve qu'elle ne porte pas une grossesse. Là aujourd'hui, Madame Bouillon, vous êtes une femme. Aujourd'hui, la preuve d'une grossesse, ce n'est pas quelque chose de difficile. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, au bout d'une semaine même parfois, on peut savoir si on est enceinte. Ce que le législateur dit, c'est OK. Nous sommes tous égaux devant la loi, il paraît. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Mais la femme qui veut se remarier tout de suite après, il n'y a pas de souci, parce que nous sommes égaux. Toutefois, il faut qu'elle aille chez un médecin, que le médecin nous établisse avec son test sanguin qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle va le déposer elle va le déposer dans son dossier. Quand on va dans une mairie pour dire qu'on va se marier, il y a quand même un certain temps, il y a quand même des papiers à apporter. Dans ces papiers-là, il faudra apporter la preuve que vous n'êtes pas enceinte. C'est ce que l'État dit. L'État ne dit pas qu'il faut se remarier tout de suite. Non. Il faut toutefois que la femme prouve qu'elle ne porte pas l'enfant de soit la personne décédée, soit la personne avec laquelle elle vient de divorcer. Pour un esprit retors qui pourrait s'arranger et produire une preuve de ce qu'elle n'est pas enceinte, est-ce que le législateur a prévu des ma chère, on ne peut rien ma chère, on peut cacher une grossesse. C'est quelque chose de difficile. Même si vous trompez et vous vous mariez, vous le faites. Est-ce que ça devient alors après une cause, un vice du mariage? Est-ce que oui? Ça après, vous savez d'abord, première chose, ayez confiance en vos institutions. Si vous allez, on vous demande d'apporter, faisons-nous un peu confiance dans cette société, d'accord? Aucun être humain ne sort d'un divorce ou d'un veuvage de façon aussi légère. Arrêtons d'instrumentaliser la femme, de chosifier la femme. Aucune femme ne va vers... Moi, je suis une femme. Madame Bouillon, vous êtes une femme. Et vous devrez apporter un peu plus de sensibilité à ce que vous dites. Je suis un peu surprise par vos propos. Vous savez, lorsqu'une femme sort d'un divorce, en général, elle est brisée. On n'a qu'à se dire la vérité. Combien de femmes béninoises sortent de divorce?
et les briser. Vous avez dit tout à l'heure que les valeurs, comment dire, Les valeurs changent. Oui, enfin, non, généralement les valeurs ne changent pas. Oui, oui. Nous avons des habitudes aujourd'hui qui bousculent. Qui évoluent. Voilà, tout à fait. Évoluent. Alors, oui, mais les habitudes évoluent, mais les émotions n'évoluent pas. Les émotions que les êtres humains ressentent datent je pense, du premier être humain. Se sentir mal, se sentir heureux, c'est toujours lié à des circonstances. Mais faisons confiance à nos institutions. Arrêtons cette méfiance. En tout cas, diminuons un peu cette méfiance-là. Alors, honorable, nous sommes aussi, par ailleurs, en plein processus de restitution des œuvres des trésors royaux du Bénin. Déjà, quel est votre sentiment et qu'en pensez-vous? Je ne sais même pas quoi vous répondre, tellement l'émotion est grande. Oui, il y a de quoi. Ces derniers jours, vous savez, je ne manque rien de ce qui se passe là. J'ai suivi les conférences qui ont lieu en France, organisées par le musée du Quai Branly. Oui. J'ai suivi toutes les interviews, tout ce qui se fait, toute cette célébration du retour de notre patrimoine, même si c'est une infime partie de notre patrimoine culturel. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'historique. Ce premier geste est historique. Et vous savez, ça augmente. Je pense que les Béninois que nous sommes, nous pouvons éprouver que davantage de gratitude envers le président Talon. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça ne se décrit pas. Parce que ces choses qui vont revenir, c'est notre identité culturelle. Un peuple qui s'est construit sans son identité culturelle n'est pas le même qu'un peuple qui se construit avec les choses visibles de son identité culturelle. Et c'est une célébration qui va durer des années. Alors qu'il y a quelques années, nous ne savions même pas que c'était possible d'en avoir un petit peu, tout petit peu. Et pour ça, le président Talon est déjà dans l'histoire. Parce que ça a initié toute une dynamique dans la sous-région, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Donc les pays africains vont davantage revendiquer, demander. Mais une fois qu'il a lancé ça, je suis déjà impatiente de voir si nous pouvons en avoir davantage. Nous pouvons continuer les négociations avec d'autres pays, avec la Grande-Bretagne, toujours avec la France, pour que davantage de notre patrimoine nous soit restitué. C'est une question de survie. Enfin, j'entendais les téléspectateurs parler de copier-coller de l'Occident. Effectivement, il y a un copier-coller parce que ce qui représente notre identité, en réalité, ce qui fait la différence entre les peuples, nous l'avions perdu à travers notre histoire difficile, l'esclavage qui est passé par là, la colonisation. La colonisation, c'est quoi? C'est obliger un peuple à effacer ses propres souvenirs, sa propre histoire, sa propre culture pour adopter celle de d'autres. Et le peuple que nous sommes aujourd'hui, forcément issu de ça, de cette histoire compliquée, nous avons été forcés à copier-coller certaines choses. J'espère que ces retours-là, ces choses qui vont nous être restituées, vont nous permettre de retourner un petit peu vers là d'où nous venons. Voilà ce que je veux. Je voudrais terminer comme ça. Mesdames, Messieurs, voilà, nous sommes au terme de cet entretien avec l'honorable Sedami Fagla Médégan, député Union progressiste. Il s'est agi dans cet entretien de parler de la loi 2021 modifiant et complétant la loi 2003-04 relative à la santé sexuelle et à la reproduction, ou la loi, comme on m'a appelé, la loi légalisant l'avortement. Nous avons également parlé des modifications apportées au Code des personnes et de la famille et, pour finir, de la restitution des œuvres des trésors royaux du Bénin. Merci de nous avoir suivis. Honorable Sedami Médégan Fagla, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Rouillon.